Bon, ben moi, je ne veux pas vous parler de moi. Je vais vous parler de vos métiers, en fait. En fait, pas de vos métiers, je vais vous parler de votre métier. Très exactement, parce que c'est what's next. Bon, c'est quoi la prochaine étape? Quelle est la prochaine étape? Vous avez fait les longues études, et a priori, c'est pour les définir vous-même, ces prochaines étapes. En fait, non. Ben, je pense que vous vous trompez ou vous êtes préparé à un métier que vous n'allez pas faire. Bon, en tout cas, vous ne savez pas le nom du métier que vous allez faire. Et moi, c'est ce métier-là dont je voudrais vous parler. En fait, c'est le mien, d'une certaine manière. C'est le mien. C'est le mien. Moi, j'ai 64 ans. Je suis né en 1955. J'appartiens à cette génération qui est née 10 ans après la guerre. Et malgré cette horreur-là, pensait que le progrès, ça existait, que l'avenir, c'était beau, qu'on allait le construire, et que demain, ça serait beaucoup mieux qu'aujourd'hui. Et on voyait l'an 2000 comme ça, forcément, des voitures volantes. Ça n'arrivera jamais. C'est Steve Ballmer qui le dit. Et donc, quand on a 8 ans, 10 ans, 9 ans, dans les années 60, on est comme tous les petits garçons, toutes les petites filles du monde, quelle que soit l'époque, on rêve à son futur métier. On se dit, voilà, qu'est-ce qu'on sera plus grand, voilà. Philippe nous parlait qui voulait être clown, pompier ou infirmière. Moi, je savais ce que je voulais être, en fait, puis j'ai réussi. En fait, moi, quand j'étais petit, je me posais cette question-là, quand je serai grand, qu'est-ce que je serai? Et vous vous êtes posé cette question-là, quand vous serez grand, qu'est-ce que vous serez? Moi, quand je serai grand, je serai maître du monde. Voilà, et ça c'est mon métier, en fait. C'est maître du monde. J'avais décidé, quand j'avais 8 ans, que je serais maître du monde. Et au bout du compte, je m'aperçois qu'effectivement, c'est le métier que je fais. Et en fait, je pense que c'est le métier que vous allez faire. En tout cas, et si vous ne le faites pas, probablement vous allez beaucoup souffrir dans votre vie. Si vous ne faites pas ce métier-là. Alors moi, j'ai décidé de faire des mathématiques, pas de maître du monde. Pourquoi? Parce que les mathématiques nous permettent de décrire l'ordre du monde, si ce n'est de le révéler. Pour lui dire le maître du monde, il vaut mieux révéler son ordre. Puis après, j'ai fait l'informatique. L'informatique, c'est quoi? C'est la mathématique en action. Tout d'un coup, ça permet d'agir. Et s'il faut être maître du monde, a priori, il faut se mettre en action. Et l'informatique, ça sert à ça. Mais des fausses routes, définitivement des fausses routes. En fait, maître du monde, qu'est-ce que ça veut dire? De quel monde on parle? Eh bien, en fait, on en parle de plusieurs mondes, parce que le monde dans lequel moi je vivais, et d'une certaine manière dans lequel on vit encore un peu, c'est un monde qui ressemble à ça, qui ressemble à une pyramide. C'est un monde éminemment matériel. C'est un monde où les enjeux sont matériels, où ce qu'on produit est matériel. C'est un monde où, en fait, on mesure tout à notre capacité, soit à posséder du matériel, soit à construire du matériel. C'est un monde qui est éminemment pyramidal, c'est un monde où, en fait, les décisions sont prises en haut et les informations remontent du bas. C'est un monde où tout est entre les mains de très peu, et parfois même d'un seul homme. Ça prend parfois la forme de constitution, la Ve République, c'est ça. Voilà, la Ve République, c'est un type qui est tout en haut. Voilà, et quel que soit son nom d'ailleurs, il ne s'agit pas d'attaquer tel ou tel. C'est les institutions qui créent ça, mais les grandes entreprises françaises, c'est ça. Mais les services publics français, c'est ça. En fait, pratiquement toutes les organisations humaines de la révolution industrielle, c'est ça. Ce monde-là, c'est un monde où les enjeux sont éminemment locaux. C'est un monde où on pense que les enjeux sont autour de nous et qu'il suffit pratiquement de s'intéresser à cette localité pour pouvoir maîtriser son monde. C'est un monde qui est régulé. C'est un monde où, en fait, on pense que l'État, et de fait, c'était vrai, avait un rôle à jouer pour définir les règles du jeu, les imposer à tous et faire en sorte que chacun respecte les règles. C'est un monde qui est fermé, puisqu'il est local, et pour en assurer la localité, on l'entoure de murs ou simplement crée des frontières. Et ces frontières nous assurent une forme de solitude, mais aussi de sécurité, à bien des égards. Mais c'est un monde qui est peuplé de gens peu éduqués, parce qu'on ne leur demande pas de l'être. Ce n'est pas très important de savoir qui ils sont et ce qu'ils savent. C'est un monde prolétarisé, c'est-à-dire en fait où les gens sont dépouillés de leur savoir, puisque c'est ça un prolétaire. Des gens passifs et des gens qui consomment.
puisque c'est le ressort de cette société fermée là que de consommer ce qu'on produit. C'est l'ancien monde. Et cet ancien monde, on doit à cet homme-là que je déteste, qui s'appelle René Descartes, et qui a fait à la fois le bonheur de la révolution industrielle et le malheur de nos sociétés. Pourquoi? Parce que cet homme-là, il a mis la séparation comme principe de base à la compréhension du monde. C'est en séparant les choses qu'on les comprend. Vous voulez, c'est le père de l'analyse, René Descartes. C'est lui qui dit, ben voilà, vous avez un gros problème, faut le résoudre, pour le résoudre, il faut le couper en petits problèmes. Donc vous prenez un problème, vous le coupez en deux, puis si c'est pas assez, vous le coupez encore en deux, puis si c'est pas assez, vous le coupez encore en deux. Puis après, vous avez des petits problèmes, et ces petits problèmes, c'est facile de trouver des solutions. C'est plus facile de trouver la solution à un petit problème, mais à partir du moment où vous allez résoudre les petits problèmes, eh bien vous agrégez des solutions miracles. Vous avez la solution du gros problème. Ça s'appelle l'analyse. Et donc, dans cette approche-là, la décomposition est la règle. Il faut tout décomposer. C'est en décomposant tout qu'on résout. Ça a une petite conséquence, c'est que tout devient séquentiel. C'est sûr. Un seul homme, par exemple, je ne sais pas, moi je suis ingénieur polytechnicien, c'est-à-dire le meilleur, forcément. À moi tout seul, je dois pouvoir résoudre les problèmes. Peut-être que je vais m'associer à d'autres polytechniciens. Et donc, à moi tout seul, je vais pouvoir prendre un gros problème, le couper en petits morceaux, et puis résoudre les problèmes les uns à la suite des autres, les uns à la suite des autres, dans une forme de séquentialité, et résoudre le problème. Et donc, c'est un mode de pensée qui est éminemment linéaire. Éminemment linéaire. C'est un petit impact, cette linéarité. Ce petit impact, c'est celui-là. C'est qu'à partir du moment où vous arrivez à tout linéariser, à tout décomposer, alors vous transformez le monde en une grande ligne d'assemblage. Qu'est-ce que c'est qu'une ligne d'assemblage? C'est une grande ligne où vous avez Charlie Chaplin qui est là. Il ne sait pas ce qu'il fait, mais il le fait. Il ne sait pas à quoi il contribue, mais il le fait. Il ne sait pas ce que fait son voisin de droite, il ne sait pas ce que fait son voisin de gauche. Mais par contre, il est l'acteur inconscient d'une séquence d'actions dont la finalité, sans qu'il le sache d'ailleurs, c'est une machine à laver. Mais ça pourrait être une bagnole, ça pourrait être une fusée destinée à envoyer des gens sur la Lune. Mais il ne le sait pas. Alors, ce monde qui est une grande ligne d'assemblage, en fait, c'est le monde industriel. Le monde industriel est construit autour de cette idée de la séparation. Et tout est conçu à l'aune de cette séparation. Évidemment, les usines, mais les services publics, mais aussi les écoles. Parce que les écoles, elles préparent à quoi? Elles préparent à trouver sa place sur la grande ligne de l'assemblage. Et donc, les écoles, la vôtre, les écoles d'ingénieurs, eh bien, elles sont construites sur ce modèle-là, sur le modèle industriel de la séparation. Et on vous prépare à la place sur la grande ligne d'assemblage. Ça, c'est l'ancien monde. Le nouveau monde, c'est celui-là. C'est un monde complexe, c'est un monde éminemment complexe. C'est un monde qui est dématérialisé, à bien des égards. Nos corps sont toujours là, les enjeux physiques sont toujours là, l'amour est toujours là, il y a plein de choses qui sont toujours là, mais il y a énormément de choses qu'on ne voit pas qui sont là. La pyramide a laissé la place au réseau. Dans un réseau, il n'y a pas de centre, il n'y a pas de périphérie, il ne faut pas dire il y a un mec qui est là, qui a la meilleure place, parce qu'il n'y a pas de meilleure place dans un réseau. Il n'y a pas de centre, il n'y a pas de périphérie. Il y a des nœuds qui sont associés les uns aux autres, et vous ne savez plus où est le centre de la périphérie. C'est un monde qui est glocal, c'est-à-dire un monde où il y a à la fois des enjeux globaux et des enjeux locaux, et où les deux sont absolument connectés. Vous êtes à la fois obligé de vous intéresser à ce qui est au pied de chez vous, et ce qui est à 15 000 km d'ici, parce que les deux sont liés. Un monde totalement dérégulé, un monde où l'État n'a plus aujourd'hui la puissance de ceux qu'il est censé réguler. Quand vous appelez Google, vous appelez Apple, vous appelez Amazon, et vous ne payez pas vos impôts, vous faites la nique aux États. Les États ont moins de puissance que vous, puisque c'est par le consentement à l'impôt que vous vous inscrivez dans une règle. Ce consentement à l'impôt, il a disparu, à bien des égards. C'est un monde totalement ouvert, les frontières ont disparu. Ceux qui veulent nous faire croire qu'on peut construire des murs sont des menteurs, évidemment, ou des fous. Mais la très très bonne nouvelle, c'est que dans ce monde-là, les gens sont éduqués. Parce qu'entre-temps, oui, le niveau d'éducation, il a énormément monté. Et que ces gens, ils sont critiques.
Parce que éduquer les gens, oui, ça leur donne le sens critique. Hein. Quand Jules Ferry invente l'instruction obligatoire, c'est pas parce qu'il aime les gens, hein, c'est parce qu'il a besoin de gens qui savent compter et lire pour rentrer dans les usines. Parce que c'est compliqué de faire fonctionner une usine. C'est compliqué d'utiliser les machines. Voilà, c'est quand vous apprenez aux gens à lire des manuels ou à faire des calculs, ils s'en servent aussi pour lire Marx, ou pour lire Proust, ou de la poésie, et pour penser par eux-mêmes. Et donc, c'est la très très grande bonne nouvelle du monde d'aujourd'hui, enfin du monde de demain très exactement, parce qu'on n'y est pas encore, hein, c'est qu'il y a des gens éduqués, critiques, sélectifs et outillés. Et d'autant plus outillés que les outils numériques nous permettent effectivement aujourd'hui de comparer, comme ça, des offres, des services, des écoles. Ce monde-là, c'est le monde d'Edgar Morin. Et c'est Edgar Morin, philosophe de la complexité, et ce philosophe, qu'est-ce qu'il nous dit? Ce sociologue, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que l'analyse, c'est fini. Vouloir comprendre des problèmes en les coupant en morceaux, c'est mort. On ne peut plus faire ça. Pourquoi? Parce que les problèmes qui sont face à nous sont des problèmes qui relèvent de la vie. Mais essayez de prendre un être vivant, le couper en petits morceaux pour l'étudier, il est mort. Il ne sert plus à rien, vous ne pouvez plus l'étudier dans sa dynamique comportementale. Pour l'étudier, vous êtes obligé de le laisser intact. Et comment vous allez faire alors si vous n'êtes plus capable d'appliquer la méthode de l'analyse qui coupe en morceaux les problèmes pour les résoudre? Eh bien, vous êtes obligé de vous associer. Vous êtes obligé d'avoir Paul, Robert, Georges, Annette, Didier, qui chacun de son côté regarde cet objet différent avec des points de vue différents. Moi je suis sociologue, moi je suis manager, moi je suis ingénieur, moi je suis informaticien, moi je suis designer. Et on regarde cet objet qui est là et on le scanne tous. On va le scanner en 3D. Et on dépend absolument du regard de l'autre. C'est-à-dire que mon regard est insuffisant, ton regard est insuffisant, mais probablement à nous 40, là, on va y arriver à le regarder. Mais on va tous avoir besoin du regard de l'autre pour pouvoir espérer avoir la totalité de l'objet qui est face à nous. Et donc, cette complexité, elle nécessite le parallélisme des regards, elle nécessite le parallélisme des approches, elle nécessite le parallélisme des disciplines. C'est le réseau qui s'impose. C'est un monde réticulé. Eh bien, ce monde-là, il nécessite, pour être appréhendé, compris, maîtrisé, vous vous souvenez, maître du monde, eh bien, il nécessite tout d'un coup d'avoir des projets. On ne peut plus se contenter de visser le boulon d'huile sur la colonne d'assemblage, on est obligé de s'intéresser à la totalité de l'objet. Et la totalité de l'objet, c'est nos vies, tout simplement. C'est le monde dans lequel on vit, parce que vous ne pouvez plus déconnecter telle partie du monde de telle autre partie du monde. Et donc, la seule manière de s'inscrire dans ce monde-là et de permettre le parallélisme de regard, c'est d'avoir un dessin. Le dessin, c'est quoi? C'est notre destination. Où est-ce qu'on va? Parce que vous avez fait de belles études, vous avez de beaux jobs, mais vos destinées, c'est pas de travailler, hein. Votre destinée, c'est de vivre. C'est de vivre ensemble. C'est de vivre avec vos familles. C'est probablement plus important de vivre avec vos familles que de vivre avec vos collègues. C'est d'avoir de belles vies. Et de vous assurer que vos voisins ont de belles vies, que vos enfants auront de belles vies. C'est nos vies qui comptent. Et donc, quel est notre dessein? Notre dessein, c'est de vivre ensemble. Et ce vivre ensemble, il est basé sur un certain nombre d'autres situations, mais qui ont toutes un dessein. Alors c'est intéressant parce que le mot dessein, c'est un mot qui s'est séparé il y a quelques siècles d'un autre mot. C'est le mot dessin. Parce que dessin et dessin, ça a la même racine étymologique. Le même. Avoir un dessin, c'est faire un plan. Hein. Ah ben un plan, c'est un dessin, un plan. Mais oui, bien sûr, un plan c'est un dessin. Et donc, dessiner à dessin, en italien ça s'appelle le disegno. Le disegno en italien, c'est le dessin. Mais c'est aussi le dessin. Où est-ce qu'on va? Le projet, c'est le dessin. Le projet de loi en italien, c'est il disegno della legge. Il disegno della legge. Le projet de loi. Donc le projet, c'est le dessin, et c'est le dessin, c'est le disegno. C'est ce qu'on désigne, en fait, c'est ce qu'on design. Design, dessin, dessin.
je dessine, je désigne, je design. Donc le design, c'est quoi? Le design, c'est ça. Le design, c'est cette capacité à avoir un dessin. C'est cette capacité à mettre en branle une approche multidisciplinaire et entre autres à utiliser nos capacités à représenter les objets de nos études et les solutions qu'on veut y apporter au travers du système de représentation. Et qu'est-ce qu'il y a de plus simple et de plus communicant qu'un dessin? Rien, absolument rien. Outils de compréhension, outils de médiation, outils de communication, le dessin, le design. Et ce design, ce dessin, appliqué à un monde complexe, à un monde parallèle, un monde réticulé, c'est quoi la métaphore? La métaphore de notre ami René Descartes, c'était la ligne d'assemblage. La métaphore, pour Edgar Morin, en fait pour moi, parce que c'est pas Edgar Morin qui le dit, c'est moi, c'est le chou romanesco. Vous connaissez le chou romanesco? Vous l'avez déjà mangé probablement, mais surtout c'est très très beau à voir le chou romanesco. Qu'est-ce que c'est qu'un chou romanesco? Un chou romanesco, c'est un objet assez étrange, c'est un objet qui, quand vous zoomez à l'intérieur, eh bien, vous voyez le même pattern, absolument le même pattern. C'est-à-dire que, quel que soit le niveau de zoom que vous avez sur un chou romanesco, vous voyez toujours la même forme. Toujours la même forme. Je vais revenir en arrière. Voilà. Cette forme-là, si vous zoomez, vous voyez toujours la même forme. C'est un objet fractal. Quand vous séparez les choses, vous perdez l'identité des choses. Vous prenez un corps, vous coupez un morceau, vous perdez le corps. Et quand vous élaborez un projet en coupant en tâches, eh bien, vous n'avez que des tâches. Vous perdez le projet. Et les gens ne savent plus à quoi ils contribuent. Or, au XXIe siècle, la seule manière de réussir, c'est de réussir ensemble. La seule manière de réussir ensemble, c'est d'être chacun le propriétaire du projet. C'est-à-dire que quelle que soit la nature de son expertise, quelle que soit la nature de la partie du projet sur laquelle je travaille, je suis le propriétaire de tout le projet. Et quand je suis en train de travailler sur telle ou telle partie du projet, en fait, je sais que je suis en train d'envoyer des gens sur la Lune. Et mon voisin, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie des gens sur la Lune. Et mon voisin, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie aussi des gens sur la Lune. On fait tous la même chose. C'est-à-dire, on contribue tous à la même chose. Et c'est ça qui va changer absolument tout au XXIe siècle par rapport au XXe, c'est que nous allons être obligés de devenir le propriétaire des projets dans lesquels nous sommes impliqués. Et nous sommes autant propriétaires du projet que le voisin de droite, que le voisin de gauche, que le mec qui est en haut. D'ailleurs, il n'est plus en haut, il est là, quelque part, sur le réseau. Eh bien, ce monde qui est un chou romanesco, vous voyez, là, c'est une tâche. C'est tâche, c'est le chou romanesco. Et puis, si je... Ça marche pas. Si, ça ne marche plus. Si, on va y arriver. Voilà, je dézoome. Qu'est-ce que je vois? Le chou. Je dézoome encore. Qu'est-ce que je vois? Le chou. Et qu'est-ce que je vois? Le chou. Qu'est-ce que je vois? Le chou. Ce chou, c'est le monde. C'est le monde. Se prendre le chou. C'est-à-dire être cet acteur propriétaire du projet qui, quelle que soit la granularité de ma tâche, fait de moi le propriétaire du projet, au même titre que n'importe lequel autre, fait de moi et de vous, parce que vous allez travailler dans ce mode-là, que vous le vouliez ou non, les représentants d'un seul métier. Le mien. L'autre. Maître du monde. Merci beaucoup.